Donc, merci à tous de rester. Avignon a connu il y a quelques mois un fait marquant pour son histoire sportive. En effet, la Société nautique avignonnaise a honoré sa base en lui donnant le nom d'un immense champion d'aviron natif de la cité des Papes. Ce sportif a gardé sa licence à la SNA de 2002 à 2017, soit l'intégralité de sa carrière, témoignant ainsi d'une constance remarquable et d'une fidélité à son club ainsi qu'à sa ville. Ce club a connu de par le passé bon nombre de participations internationales et mondiales couronnées de succès. L'homme de performance, le champion que nous recevons ce soir, contribue à cette histoire par ses victoires tout autant que par ses valeurs humaines. Il est très attaché à la transmission, à la formation, au compagnonnage en tant qu'éducateur sportif. Ses résultats sont éloquents, qu'ils soient en solo ou en équipe. Son palmarès est impressionnant. De champion de France junior à ses titres olympiques et mondiaux, ce ne sont pas moins de 61 médailles gagnées. L'État français, reconnaissant l'excellence de la carrière sportive et les valeurs de l'homme, l'a élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Nous allons donc appliquer sa devise qui est « Fais-toi plaisir » en accueillant Jérémy Azou. Merci de l'applaudir. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de me retrouver au sein de ce congrès, bien évidemment. Pour un moment qui est quand même assez exceptionnel, puisque dans une carrière relativement courte, avoir autant de titres, réussir autant de choses, car en fait, on a la chance d'avoir un jeune retraité avec nous. Donc vous voyez, les retraités français, c'est ça. Donc ça ne pose pas trop de problèmes pour payer la retraite, c'est ça qui est bien. Non, on va essayer de comprendre un petit peu comment on fait cette carrière. Avec une première notion, comment est-ce qu'on fait de l'aviron ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on a le déclic ? Bon, le foot, tout ça, c'est assez classique, mais à l'école, on ne vous propose pas de faire de l'aviron. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes tombé dedans ? C'est la famille, c'est l'environnement ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes spécialisé dans ce domaine ? Excellente question. Bonsoir tout le monde. Déjà, merci aux intervenants aujourd'hui pour leurs prestations. En tant que kinésithérapeute et ostéopathe, forcément, nous, on n'est pas consultés en première intention, mais sur certains diagnostics différentiels, c'était très instructif aujourd'hui. Donc en effet, c'est un peu par hasard. Moi, j'ai essayé pas mal de sports, comme beaucoup d'enfants. J'ai commencé par le judo. Enfin, j'ai fait plus de roulades que finalement d'opposition. J'ai fait un petit peu de foot, un peu de natation, un peu de tennis, un peu de gymnastique. Et jusque-là, un enfant normal ? Jusque-là, on va dire enfance assez traditionnelle dans la pratique sportive. Et c'est mon père qui m'a suggéré en fait d'essayer l'aviron, sachant qu'il n'a jamais lui-même essayé. Je pense que le club d'Avignon est très bien placé face à la Cité des Papes et juste derrière le palais des congrès où on est actuellement. Et peut-être le fait de passer tous les matins pour aller travailler lui a soumis l'idée. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais en bon adolescent, pas très motivé pour répondre aux propositions de mon père. J'ai finalement cédé. Et la raison pour laquelle je suis resté au début, c'est que j'ai retrouvé des copains d'enfance. Et je suis resté pour l'ambiance. Et puis après, de fil en aiguille, il y a eu un peu un effet boule de neige. Les résultats sont arrivés. Et après, j'ai continué. Les copains ont arrêté. Voilà, c'est le meilleur qui est resté. C'est quoi l'entraînement ? C'est tout le temps ? C'est une préparation physique en plus de l'aviron. Comment est-ce qu'on gère sa performance sur comme ça 10 ans ? Alors au niveau olympique, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec certains médecins, il y a une grosse disparité de l'entraînement dans les petites catégories. Donc moi j'ai fait de la natation en compétition. À 11-12 ans, je m'entraînais déjà une fois par jour. Et ça a mis un petit peu de temps à l'aviron avant que ça revienne. Il m'a fallu 2-3 ans avant de retrouver la même cadence d'entraînement, sachant qu'au niveau olympique, par contre, tout le monde s'entraîne de la même manière. Deuxième paramètre à prendre en compte, c'est que l'aviron reste un sport amateur, en tout cas pour l'instant en France, qui est de moins en moins le cas à l'étranger, où ça reste un sport très anglo-saxon. Les Anglais sont professionnels, les Néo-Zélandais sont professionnels, les Canadiens sont professionnels. C'est ce qui fait un petit peu la difficulté de l'activité en ce moment, c'est qu'on se bat contre des gens qui ne font que ça de leur journée. Pour vous donner juste un exemple, donc j'ai fait mon cursus bac à Avignon, je suis ensuite monté sur Lyon où j'ai fait mes études de kiné et d'ostéopathe.
Et une journée traditionnelle, c'était tous les matins, je ramais de 7h30 à 9h30. Au sens propre. Au sens propre. Et après, c'est vrai que l'activité professionnelle libérale me donnait cette flexibilité. J'avais la possibilité d'ajuster mon emploi du temps et je faisais 10h30, 16h30 quasiment en continu, ce qui me permettait de voir les gens entre midi et 2, ce que je ne pouvais pas voir justement en consultation après 16h30. Et après, je refaisais une séance le soir qui n'était pas du spécifique, qui pouvait être éventuellement, encore une fois, basée sur de l'endurance. Ça pouvait être course à pied, vélo. Alors natation, je n'avais pas de piscine à proximité, mais ça aurait pu être natation, ça a été rameur de salle et un petit peu de musculation. On faisait 2 voire 3 séances de musculation, ce qui reste finalement pas si énorme que ça sur quasiment 14 séances hebdomadaires. Sur un plan de suivi, en fin de compte, est-ce qu'il y avait des bilans réguliers? Quels étaient les critères qui vous permettaient d'améliorer éventuellement la performance? Ou est-ce que c'était en fait l'entraînement de terrain qui faisait force de loi? Alors, est-ce qu'il y a eu des bilans réguliers, par exemple, dans des centres de médecine du sport? Alors, il y a l'obligation légale, quand on est inscrit sur les listes ministérielles de haut niveau, de suivre un certain protocole, le SMR, tous les ans. Alors, je ne sais plus ce qu'il inclut. Alors, je sais qu'il y a une échocardio qui est au moins faite une fois tous les 4 ans, un électro tous les ans. On doit avoir au moins 3 prises de sang, un examen dentaire, 2 examens psychologiques, 2 examens, on va dire, chez le médecin traitant. J'en oublie peut-être 1 ou 2, mais voilà, il y a un suivi minimum qui est nécessaire. Après, moi, j'ai fait d'autres examens dans le cadre de ma pratique sportive par rapport à des bilans qui pouvaient éventuellement un tout petit peu sortir de la moyenne. Le dernier en date, je l'ai fait sur l'île avec le docteur Anja, qui est juste là, 4e rang, 4e siège à gauche. Mais voilà, il y a quand même un suivi qui est assez précis. On aimerait en avoir toujours un petit peu plus, mais encore une fois, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et on essaye, entre guillemets, d'éliminer le plus gros sur l'activité qui peut être pratiquée. Après, au niveau, on va dire, purement de l'organisation de l'équipe de France d'aviron, nous, ça a été vraiment le challenge des 4-5 années qui ont séparé les Jeux Olympiques de Londres, où on finit à la 4e place, et les Jeux Olympiques de Rio, où on remporte l'or olympique. On est vraiment passé du statut en finale, on peut le faire, à en 2016, on va le faire, on ne sait pas de combien. Et ça a demandé encore une fois de tout rationaliser, de tout lister, tous les paramètres de la performance qui allaient dépendre de nous, et arriver à les comprendre et les optimiser au maximum. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer une performance et à créer une performance sur du long terme. Comment ça fonctionne dans un couple comme ça, puisqu'en fait vous êtes 2, bien évidemment. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire vous vivez tout le temps ensemble? Alors, non, mais c'est vrai qu'en aviron, tous les athlètes ne sont pas tous regroupés sur le même centre d'entraînement. Il y a grosso modo 4 pôles France, plus l'INSEP. Et le seul moyen, en effet, de capitaliser des kilomètres, de parfaire notre synchronisation, c'est de faire des stages, ce qui représente plus de 150 jours par an de stages. Donc, il y a des fois où on est plus souvent avec le coéquipier qu'avec la compagne. Après, c'est vrai que moi, j'étais en binôme, c'est à ce côté sympa où même si on est leader, c'est le leader qui doit s'adapter en aviron, par définition. Et c'est ce qui fait peut-être un peu la différence avec d'autres sports. Le leader doit s'adapter. Et après, on se retrouve aussi des fois dans une relation qu'on peut avoir en tant que praticien-patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas des fois toutes les réponses, quoi. Des fois, les réponses, elles sont avec le patient et elles sont avec le coéquipier. Et s'il n'y a pas un travail d'écoute et de ping-pong, c'est difficile d'avancer. Il y a un deuxième paramètre qui, on dit de couple, le poids léger. Ce problème de poids, comment vous l'avez géré pendant ces années? Parce que c'est quand même un problème majeur, parce que tous les sports où il faut être à un poids donné, ça oblige parfois dans les derniers jours à faire des ajustements. Comment vous avez géré ça? Alors, ça a été en effet un petit peu compliqué. Voilà, en aviron, pour l'instant, il existe encore... C'est quoi la limite de poids? Alors voilà, il y a 2 catégories de poids. Une catégorie, on va dire poids léger, où il faut faire moins de 70 kg en équipage, à laquelle j'appartenais, et une catégorie poids lourd, on va dire toute catégorie, l'équivalent de celle de Teddy Riner, où il n'y a aucun plafond. Après, les athlètes ne mesurent jamais plus de 2 mètres et plus de 100 kg. Généralement, c'est des gabarits qui sont assez équilibrés, avec des profils assez élancés. Et c'est une contrainte qui, finalement, dès la majorité, va s'installer dans le quotidien de l'athlète sans forcément avoir un suivi comme on pourrait avoir sur des équipes pro, comme on est sur un sport amateur. Alors, quand on est en stage avec l'équipe de France, on a un staff médical qui est à notre disposition, mais bon, ça représente, entre guillemets, que 150 jours dans l'année. Il reste encore 200 jours à combler à la maison où il faut faire ses courses, où des fois vous avez quitté le cocon familial. Il y a plein d'autres choses à gérer. Donc,
encore une fois, il faut arriver à poser les bonnes questions, il ne faut pas hésiter. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que tu écrives, mon gars, parce que sinon tu vas oublier, et ça serait quand même dommage d'oublier toutes ces corvées, toutes ces labeurs. C'est ce que j'ai commencé à faire en 2012. Et à ça est né, on va dire, un projet d'écriture qui... Le 29 mai en librairie, qui va être disponible le 29 mai en librairie. Ou encore dont le une fois, titre c'est une médaille à la fin. Voilà. Médaille ou à la encore fin. une fois, c'est un petit jeu de mots. Avec la fin de carrière. Mais voilà, qui entre guillemets, c'est pas un biopic, hein, c'est pas du tout une biographie, c'est un retour d'expérience où l'idée c'est d'arriver à prendre un maximum d'anecdotes sur cette aventure du régime, où on est un peu livré à nous-mêmes, contrairement à, encore une fois, l'image que le grand public peut avoir de nous, avec des sportifs de haut niveau qui sont forcément accompagnés par leur kiné, leur médecin, leur diététicien, leur nutritionniste, leur psychologue, leur préparateur mental, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas en aviron. Et arriver à comprendre que voilà, il y a des choses simples à mettre en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai construit ma performance. Et je pense qu'il y a encore une fois des principes de base qui fonctionnent très bien, sans être obligé d'aller chercher dans les compléments alimentaires. Et aussi par rapport à justement tout ce qu'on peut voir, et moi tout ce que j'ai pu voir chez mes patients. C'est-à-dire que j'étais confronté des fois à des situations où j'avais des patients qui étaient en recherche de perte de poids. Et en discutant avec eux, je me disais, purée, mais on vit la même chose, quoi. Alors, on est à des années-lumière soit de notre objectif de perte de poids, soit de notre quotidien, soit de la quantité d'entraînement que je pouvais avoir, mais il y a plein de choses. Faire ses courses au supermarché, des repas de famille. Quand tu es coincé le 25 décembre chez la belle famille et qu'en plein régime, c'est compliqué de refuser. Et donc, d'ailleurs, il y a un blog. Je vous conseille d'aller voir ce blog parce qu'il raconte très très bien les choses, il écrit très bien. Donc, le bouquin, le 29 mai. Et puis tout va bien, oui. Vraiment il est donc champion olympique à Rio, il est champion du monde, il est à nouveau champion du monde, c'était septembre 2017 si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Et un mois après il dit bon, ça suffit comme ça, toi ça fait longtemps que je suis avec toi mais maintenant je m'arrête, et c'est la rupture brutale, vous dites je veux changer ma vie. Qu'est-ce qui a fait le déclic? C'était le ras-le-bol? C'était j'ai déjà tout prouvé, donc j'ai plus rien à prouver, je vais aller ailleurs pour prouver autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, voilà, est-ce que d'abord c'est un jour donné, ou est-ce que vous l'avez préparé psychologiquement? Alors j'ai eu la chance de le préparer et de choisir le moment. Et ce qui est assez rare, c'est des moments qui sont souvent... il n'y a pas de bon moment pour choisir la fin de sa carrière. Je pense que là où je m'en suis aperçu, ça a été en février, donc 8 mois avant l'annonce officielle de ma fin de carrière. Il y a forcément des coups de blues dans une carrière, c'est pas tout rose, sauf que quand le coup de blues dure 4-5 mois, c'est que c'est plus un coup de blues. Et là, c'est le signal qu'il faut s'arrêter. Et je crois que tous les... C'était un coup de blues de saturation, c'était un coup psychologique. Voilà. Psychologique, ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de... Il n'y avait pas de problème physique, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de choses comme ça. En termes de blessures, j'ai presque jamais été blessé. La rare blessure que j'ai eue, c'était une fracture de fatigue, qui sont localisées au niveau des côtes, en aviron. Après, moi, j'avais eu une alerte, j'avais vraiment des symptômes un petit peu bizarres au niveau cardiaque en 2015, où j'avais fait des examens complémentaires sur Lyon dans un premier temps, et j'avais de nouveau eu ces symptômes, et ce qui m'a amené à reconsulter chez le docteur Anja, et il s'avérait que tout va bien, donc c'est plutôt le bon point. Donc j'ai une question, moi, c'est savoir pour ceux qui sont des symptomatiques mais qui n'ont rien, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Continuer à faire du sport, c'est souvent le meilleur traitement. Mais non, voilà. Après, encore une fois, c'était un ras-le-bol psychologique. Bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est des contraintes. Le problème dans un sport énergétique comme l'aviron, c'est que le corps correspond à des stimuli, et quasiment uniquement des stimuli. Donc c'est comme une batterie de voiture, c'est-à-dire tant qu'on roule, ça charge, quand on s'arrête, ça se décharge. Après, ce qui fait la différence, c'est la motorisation, mais le mécanisme reste le même. Et c'est le samedi, c'est le dimanche, et à chaque fois c'est 2 fois. Donc c'est 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche, le 25 décembre, le 1er janvier, c'est tout le temps, c'est non-stop. Vous n'avez pas de vie sociale à côté, indépendamment du fait qu'il y ait des contraintes alimentaires. Bref, j'avais eu la chance, en plus de sportivement avoir fait le tour de la question, avoir atteint mes objectifs, et que en Pierre Ouin, mon coéquipier des Jeux Olympiques, et dans d'autres rameurs, il y ait on va dire, la nouvelle génération qui arrivait. Donc j'ai continué 1 an après les Jeux Olympiques pour finir de partager mon expérience et pour définitivement passer le flambeau. Mais voilà, vraiment c'était le bon timing pour arrêter, indépendamment du fait que j'avais aussi marre de me faire mal physiquement. Je pense que j'avais cette capacité de dépasser mes limites, et ça a toujours été un petit peu ma carte de visite.
Et dans les écoles d'avion, c'est, tu vois, il arrive à se dépasser, il arrive à se faire mal, il arrive à aller au bout de lui-même. L'exemplarité était importante. On parlait encore une fois tout à l'heure justement de la reprise du sport en compétition. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que le dépassement de soi, il y a 3 paramètres pour moi qui peuvent conditionner le dépassement de soi. Il y a soit le dopage, soit l'environnement, soit la génétique. Et si on additionne ces paramètres-là, forcément, on maximise ses chances de dépasser ses limites. Et du coup, par définition, de se mettre en danger parce que ce sont nos limites. Donc l'entraînement permet de les repousser, de les déplacer, mais après, les dépasser, c'est compliqué, quoi. Alors, quand on arrête comme ça aussitôt, on a quand même des choses à raconter aux autres. Donc vous dites en effet, sur un certain nombre de mois, vous avez pu transmettre un certain nombre de choses. Donc vous avez le sentiment de ne pas culpabiliser. En fin de compte, vous laissez une place propre et l'avenir est assuré. On verra les médailles. Mais bien évidemment, on a 2020, on a 2024 à Paris. J'imagine que vous n'allez pas complètement vous couper. Bon, vous êtes installé à Valenciennes comme kiné. Mais j'imagine que dans le domaine de l'aviron, vous allez apporter, en plus Tony Estanguet est quand même celui qui pilote Paris 2024. Comment vous allez vous situer par rapport à la fédération, par rapport à cette préparation aux Jeux Olympiques, par rapport à cette transmission vers les jeunes? Alors, ou est-ce que vous en avez complètement marre et vous dites ça suffit comme ça? Non, il y a plusieurs choses. Par rapport aux jeunes, je continue de donner mon temps. Ça fait 10 ans là, que je parle à l'équipe de France Junior. Donc j'étais à Vichy début mai pour les voir, sachant qu'ils ont leur championnat d'Europe à Gravelines ce week-end, dans le Nord, sauf que j'étais de mariage, donc je ne pouvais pas aller les voir, ce qui a justifié mon déplacement. Il a enfin une vie normale. Mais non, après, au niveau de la fédération, ce n'est pas du tout dans mes projets à court terme, sachant que ça redemande, encore une fois, je pense, pour que le travail soit bien fait, un investissement en termes de temps et de présence qui est assez conséquent. Ce que je n'ai pas envie de refaire immédiatement. Après, au niveau de 2024, je faisais partie du comité des athlètes. Et je suis parti après Lima, après que la France ait clairement officiellement remporté la candidature pour 2024, parce que j'étais en désaccord sur pas mal de choses et c'est pas mal de décisions qui avaient été prises. Donc, encore une fois, moi, j'espère que ce sera des beaux Jeux Olympiques, même s'il y a certains points qui ne collent pas forcément avec l'image et l'idée que je m'en étais faite. Il va falloir, parce que la RFSL a déclaré qu'elle voulait doubler le nombre de médailles, donc il va falloir quand même qu'on se remue, non? Voilà, à commencer. Alors, tout dépend, doubler le nombre de médailles, est-ce qu'on comptabilise les paralympiques et les valides? Après, encore une fois, moi, je pose des questions, c'est-à-dire que je suis encore régulièrement sur les clubs, sur le monde associatif. Les associations sont asphyxiées par le manque de subventions parce que les municipalités elles-mêmes commencent à être asphyxiées par justement le manque de subventions également. Les bénévoles sont à bout parce qu'ils passent un temps fou à essayer de tenir le projet et puis le club à bout de bras. Donc encore une fois, je me pose des questions qui sont du terrain, quoi. C'est des questions qu'on voit au quotidien. Il y a des possibilités d'être subventionné. Après, il faut constituer des dossiers qui font des dizaines et des dizaines de pages pour avoir quelques reliquats de financement du CNDS. Après, voilà, moi, je n'étais pas forcément favorable. Je trouve que la candidature n'a pas bien communiqué ou c'est pas bien justifié sur le déplacement à Lima, où on savait que la France serait déjà officiellement retenue pour 2024. Derrière, on savait plus ou moins qu'il allait, avec la politique ministérielle de notre nouveau président, avoir une restriction budgétaire, sachant que le budget du CNDS a été divisé quasiment par 2. Il y a des grosses incohérences, et puis même sur le site olympique... Bon, après, c'est l'héritage de Paris 2024. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce site olympique? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en équipe de France en 2008. On allait faire des stages à Vers-sur-Marne. On a arrêté d'en faire parce que c'était chiant, et les conditions étaient pourries. On se tapait les bouchons dans Paris. Et là, il y a eu un projet qui a été en partie financé par la région et le département, qui se chiffre à 30 ou 40 millions. Alors, pour mutualiser les frais, ça va être aussi le bassin pour le canoë-kayak de descente. Mais... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ça oblige... vous apporte, ça vous apporte. Non, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on oblige les futurs... Très égoïstement, moi, je m'en fous, quoi. Voilà, moi, c'est clair. Non, mais c'est pas moi J'ai fait ma part de boulot, maintenant. Non, mais c'est pas moi qui vais ramer. C'est pas moi qui vais ramer, mais sûr. est-ce qu'on oblige les nouvelles générations, excusez-moi le terme, d'aller se faire chier, ramer jusqu'à 2024 sur Vers-sur-Marne, sachant que c'est 2 km et ça fait un peu court quand on fait de l'aviron pour travailler faire du travail continu en avion, sachant que c'est un sport...
d'endurance, même si l'effort en compétition, c'est de la résistance. Et qu'est-ce qu'on fait après 2024 ? Est-ce que pour les 10 générations suivantes, on les oblige encore une fois ? Enfin, voilà, il y a des incohérences qui fait que je ne suis pas tout à fait d'accord. Quel va être l'avenir ? Vous avez 29 ans, c'est quand même pas encore très très jeune. C'est quoi, et ça va être ma dernière question, après on va bien sûr vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions. C'est quoi les 10 années à venir ? Là, vous exercez comme kiné-ostéopathe à Valenciennes. Vous avez commencé à vous partager, si j'ai bien vu, entre les États-Unis et la France, parce que votre compagne, je crois, est chercheuse et va partir aux États-Unis pour se faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, indépendamment de votre métier que vous aimez sûrement ? Est-ce que vous avez des projets autres ? Est-ce que vous avez envie de construire autre chose ? Alors oui, bien sûr, hein, il y a des projets qui sont beaucoup plus classiques, les projets de famille. Il y a en effet le projet de partir à l'étranger. Il y avait ce projet de bouquin là qui se termine. Il y a un autre projet derrière qui arrive. J'aimerais bien créer un énorme réseau, on va dire, aviron. Comme ça reste un sport amateur, pour qu'il y ait une forme de tutorat ou de parrainage entre les rameurs seniors, peut-être encore en activité, mais qui sont dans le monde sur le marché du travail, dans le monde de l'entreprise, et puis les espoirs, c'est-à-dire les moins de 23 ans qui sont encore en cursus post-bac, ou les juniors qui sont en préparation de dossiers pour aller sur des écoles prépa ou des écoles de prépa intégrées. Donc voilà, c'est d'arriver à créer un maillage, un tissage et un énorme réseau, pas de réseau social, mais justement arriver à mettre en connexion les gens pour qu'il y ait une facilité sur des stages ou sur de l'accompagnement universitaire. Voilà, ça c'est un autre projet. Puis après, il y a encore d'autres projets. Mais autre chose. Ouais, voilà, un vrai homme de terrain en tous les cas. Ouais. Écoutez, vous avez la parole. Je suis sûr que vous avez encore plein de questions à poser. Là, ils sont totalement stressés. Là. Non, je pense qu'il est il est tard, il se dit il va jamais s'arrêter. Non, on va rendre l'antenne, c'est promis. Une question au fond là-bas. Allez-y. Il faut que vous parliez fort. Est-ce qu'on peut rester amateur, en d'autres termes ? C'est-à-dire comment nous, on gère cette frustration par rapport à l'argent ? Voilà. Ouais. Parce que vous n'êtes pas forcément bien logé, pas bien transporté, et que vous dites, en fin de compte, moi, je suis quasiment le plus médaillé de tous, et puis, on me mettait dans des petites pioles ridicules. Non, mais ça revient à ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre sport de haut niveau et sport professionnel, il y a des fois un écart qui est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que je suis déjà plusieurs fois allé à l'entraînement des joueurs de foot de Lyon. Oui, ils s'entraînent fort, mais ça va. Il y a l'avant, il y a l'après. Quand je compare mon quotidien, c'est pas encore. Non, après, tant qu'on se croise pas, ça va. C'est le jour où on a envie de se mettre sur la figure, c'est ça ? Ce qui fait rigoler, c'est quand la semaine dernière, j'ai 3 journaux locaux qui m'appellent, qui me disent, des journalistes que je connais bien, qui me tutoient, qui me disent, Jérôme, tu sais pourquoi je t'appelle ? Je dis, non. Il me dit, demain, il y a un match important, j'aimerais avoir ton avis sur le match important. Ceux qui suivent un peu le foot. Alors après, moi, je suis sportif, c'est-à-dire que je suis l'actualité sportive. Après, j'ai du mal à faire l'apologie de ce système-là parce qu'il tue un peu tous les autres. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait un peu graisser des dents. Et de ce côté-là, j'ai pas forcément donné la réponse qu'ils attendaient en disant, c'est pas parce que je viens d'Avignon que je suis pour Marseille. Et, je suis pas content qu'ils aient perdu, mais on va dire que ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas d'affinité, quoi. Allez, encore une question. Allez-y, fort, vas-y, fort. Quand on est en deux de couple, est-ce que la décision d'arrêter se prend tout seul ou à deux ? Est-ce qu'il l'a appris par la presse ? C'est une très bonne question. Là, pour le coup, la décision s'est vraiment prise seule. Parce qu'il y avait aussi un écart d'âge avec le coéquipier qui était conséquente. Et 23 ans. Voilà, et en aucun cas, lui, ça allait mettre un terme à sa carrière. Au contraire, les Jeux Olympiques, c'était le tremplin, c'était pas le point d'orgue. Donc la décision s'est prise seule, et dans ces moments-là, je pense, encore une fois, pour son intégrité physique et psychologique, il faut être très égoïste. Et c'est ce que j'ai fait. Après 10 années, quand même, de bons et loyaux services, un tour du monde à la rame, plus de 42 Airbus à 380 en fond de soulevé, plus de 4 millions de coups de pelle donnés. Donc quand on évalue et qu'on met tout ça dans la balance de manière rationnelle, c'est un égoïsme qui est, on va dire, justifié.
pour, encore une fois, donner du temps à d'autres personnes qui n'en ont pas eu les 10 dernières années, comme ma famille et notamment ma compagne. Donc voilà, c'est... Prendre le temps de faire le bébé, c'est ça? Après, on va dire ça comme ça. Vincent, je te rends la parole. Moi, je crois que le temps passe, cet homme est juste exceptionnel. Et le Club des cardiologues du sport a décidé cette année d'honorer Jérémy et de lui offrir sa carte de membre permanent du Club des cardiologues du sport. J'appelle donc Sylvain à venir, Sylvain Guérard, le président du club, à venir remettre à Jérémy donc, cette carte de membre. Nous pourrons peut-être, après cette petite réception, Monsieur le Président, passer le film nouveau, des carrières, de la carrière sportive de Jérémy, quand Sylvain lui aura remis donc, ce diplôme, cette carte, enfin, ce que vous voulez. Merci. Non, mais juste un mot, c'est vrai qu'il a toujours été de tradition dans ce congrès Cœur et Sport, depuis des années, d'avoir toujours un athlète de haut niveau. Donc on avait eu Tony Estanguet, on avait eu Flora Fessel. Après, on a eu d'autres sportifs. Et puis finalement, on a dit cette année, pourquoi à chaque fois qu'on invite un sportif comme ça, surtout quand ils sont aussi méritants que vous, on ne les ferait pas membres d'honneur de ce club. Donc c'est pour ça que pour la première année, donc on a créé ce diplôme. C'est surtout pour vous avoir avec nous autant que vous le souhaiterez, de venir sur nos congrès. Et c'est vraiment un grand plaisir et surtout un grand honneur de vous avoir aujourd'hui, puis de vous remettre ce diplôme. Voilà, on aurait pu mettre un grand chèque avec, mais non, mais c'est vraiment un diplôme, c'est juste pour marquer la forme. En tout cas, félicitations. Merci. Et félicitations à l'athlète et à l'homme. Peut-être juste un petit film qui fait le résumé des quelques médailles de Jérémy. Merci de votre présence et merci de votre journée, d'avoir été ici toute la journée. Merci.